En attendant que l'expert indépendant termine son examen scientifique, je vais utiliser un arrêté d'urgence en vertu de l'article 37 de la loi sur les pêches afin de suspendre le projet. Alors, c'est Denis Lebel qui ne parlait pas en son nom ici. Il parlait au nom de la ministre de l'Environnement. Alors, mes trois panélistes sont ici, Alec Castonguay, Manon Globensky et Michel Cauger. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Avait-il le choix? En fait, ce qu'on a l'impression de comprendre ici, c'est surtout pas de déversement en campagne électorale. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. L'expert indépendant pourra prendre tout son temps jusqu'au 19 octobre. Après ça, il pourra rendre son rapport le plus rapidement possible. Il n'y aura pas de problème. Sauf que c'est assez habile de la part de M. Lebel parce que personne va accuser quelqu'un d'être prudent. Alors, on a vu déjà la réaction de M. Duceppe, que je pense que c'était le chef à réagir, qui dit, ben oui, c'est correct, il a ajouté toutes sortes d'autres choses, Victoria, Toronto. On va en parler dans un instant, mais M. à Duceppe. la fin, il dit, on a fait la chose prudente, alors il n'y a personne qui va s'objecter de ça, et ça donne le temps au gouvernement d'aller jusqu'à l'élection. En fait, le risque, c'était de porter l'odieux d'une décision. En gros, c'est ça. C'est surtout pas de décision. Là. Surtout pas de décision, mais en même temps, en faisant ce qu'ils font aujourd'hui, ils nous font oublier le fait que, et Denis Coderre s'est empressé de le dire au tout début, le gouvernement fédéral, Environnement Canada, avait le dossier entre les mains depuis 1 an. Cette proposition, elle était sur la table et on n'avait toujours pas eu de réaction. Comment se fait-il qu'on se retrouve en campagne électorale à devoir parler de ça et à devoir évoquer non seulement Environnement Canada, mais la science? Parce que là, on a entendu Denis Lebel à plusieurs reprises. Oui, le mot scientifique est revenu au moins 6 fois dans une phrase. Voilà. Alors, grande conversion de ce gouvernement... À la toute dernière minute. Et il y a quelque chose de paradoxal avec ça, parce qu'on parle évidemment de donner un mandat à des experts pour se pencher sur le sujet. Vous savez qu'en 2012, à l'Institut Maurice Lamontagne, qui est spécialisé sur l'eau, entre autres, il y avait 11 chercheurs en écotoxicologie du Saint-Laurent. Ils en ont coupé 8 des 11 postes, le gouvernement fédéral. Il en reste que 3, alors qu'il y en avait 11 avant, qui se penchent exactement sur le type de problème qu'on est en train de soulever. Alors, on a coupé des postes. C'était pas très important à l'époque, le Saint-Laurent. Et là, soudainement, en campagne électorale, on trouve ça très, très important de le protéger. Il y a des experts indépendants disponibles, par exemple. Oui, on va en trouver. Bon, on en a coupé beaucoup de postes au fil des années au gouvernement fédéral. On avait entendu aussi le maire Coderre, au tout début du dossier, là, ça remonte à il y a 2-3 semaines, lancer un avertissement à Denis Lebel. On savait que Denis Lebel allait faire une annonce dans la journée. On ne connaissait pas encore la nature de l'annonce. Et il avait dit, j'espère, puis c'était sous forme d'avertissement, j'espère qu'il ne va pas faire de la petite politique sur ce dossier-là. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Venant de quelqu'un qui ne sait pas du tout ce que ça veut dire. Il n'a jamais fait ça. de sa vie. Non, c'est ça. À un moment donné, M. Coderre, j'ai hâte de voir sa réaction ce soir. Parce que c'était à 18 h. Oui, à la fin, il dira ce qu'il voudra. Il le sait. Et s'il était en campagne électorale comme ministre fédéral, je pense qu'il ferait exactement la même chose. Michel, tantôt, vous avez soulevé la réaction de M. Duceppe. On va l'entendre justement parce qu'il soulève de bonnes questions quand même. Je demande en même temps à M. Lebel d'avoir la même attitude envers la ville de Toronto, qui déverse chaque année 10 milliards d'eau usée dans le lac Ontario, et la ville de Victoria qui envoie pour 30 milliards de litres d'eau usée dans l'océan Pacifique à chaque année. Alors, c'est une sorte d'appel à la cohérence dans les décisions et d'être conscient du précédent qu'on risque de créer ici, parce que quoi qu'il en soit, même si on repousse la décision, il y aura éventuellement une décision. Si jamais le fédéral s'oppose, il y a bien des gens qui vont l'attendre dans le détour en parlant des autres dossiers, de tous les autres déversements qui sont monnaie courante là, ailleurs. Oui, disons qu'il y a d'autres groupes qui s'opposent au déversement des eaux usées, puis pas seulement Montréal. Oui. Toronto a une vie active du côté environnemental. Victoria, en Colombie-Britannique, Dieu sait que l'environnement, c'est important en Colombie-Britannique. Donc, le précédent qu'on est peut-être en train de créer pour Montréal, pour justement, en pleine campagne électorale, pouvoir dire, nous, on s'affiche comme étant protecteur de l'environnement, peu importe le gouvernement qui va être là, la prochaine fois, ça ne sera pas nécessairement facile dans d'autres villes. Là. Mais je pense qu'il faut quand même faire attention quand on parle de précédent, parce que dans le cas de Montréal, c'est quand même des versements pendant quelques jours pour procéder à certains travaux de construction. Oui. Alors que dans le cas d'autres villes, et on peut même penser à Halifax jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'est des déversements donc qui se font de façon quotidienne. Constante, donc on ne parle pas du tout de la même chose. À Victoria, il n'y a pas d'usine. Il n'y en a même pas. Mais c'est ça. Alors finalement, ça traduit aussi un manque de volonté de vouloir investir dans l'équipement puis de changer complètement son rapport à l'eau et à la loi sur les pêches aussi, je vous dirais, quelque part. Parce que là-bas, c'est pas dans ma cour. Ils sont pas capables de s'entendre sur où va aller l'usine d'épuration, ce qui est encore pire jusqu'à un certain point. Là, on n'a toujours pas eu la réaction de M. Coderre. C'est un suspense, vraiment, cet après-midi. On l'attendait à 16 h. Après ça, on nous a dit non, un petit peu plus tard. Finalement, c'est rendu à 18 h. D'ailleurs, on va le diffuser sur nos ondes. Pour M. Coderre, là, c'est
c'est aussi important ce qui est en train de se jouer. Sa réaction, tout le monde l'attend. Est-ce que c'est dangereux actuellement pour le Parti conservateur de se mettre M. Coderre à dos? Parce qu'on sait qu'il est un peu sanguin. On sait qu'il risque de faire une sortie, assez virulente. Moi, je dirais qu'à ce moment-ci de la campagne, c'est plus très important. Je pense qu'on est passé au-delà de ça et justement parce que le fédéral prend la décision de reporter ça après l'élection, c'est fait, c'est décidé, c'est clos. Combien de sièges ont les conservateurs à Montréal? 0. Combien il y en a dans la grande région de Montréal? 0. Pas si dangereux que ça. Et combien vont en gagner? Probablement 0. Et Denis Coderre est assez affiché du côté libéral depuis plusieurs années. Les gens savent où il est. Assez bien. Il est évidemment le maire de tous les Montréalais, mais les gens savent qu'il a été en politique active jusqu'à il n'y a pas très longtemps pour un parti qui est le parti adversaire, donc à Denis Lebel. Je pense que les gens sont capables de faire la part des choses. Alex, c'est donc vous qui venez d'ouvrir cette porte sur le Parti libéral. Alors, on sent un regain de confiance, bien entendu, à la suite de tous ces nombreux sondages qui semblent tous aller vers la même direction, tranquillement, pas vite. On va écouter justement Justin Trudeau aujourd'hui. Est-ce que je demande aux Canadiens de voter pour nous? Oui. Est-ce que je leur demande de voter pour nous à travers le pays? Oui. Est-ce que je leur demande pour un gouvernement majoritaire? Oui. Alors là, il faut comprendre ici que ce que vous avez vu, c'est un court extrait d'une longue réponse, parce qu'il est allé d'une très grande prudence quand même dans cette demande d'avoir une majorité, là, M. Trudeau. Il n'a pas balancé ça comme ça, voulant dans une réponse. Là. Il a peur d'avoir l'air trop confiant ou même un peu arrogant, donc il dit, il a mis toute la série des questions, est-ce que oui, je veux ça, oui, je veux ça, puis bien sûr, un chef de parti veut avoir un gouvernement minoritaire, il n'y a rien de mal à ça. Ce qui est nouveau aujourd'hui, avec les sondages qu'on a vus depuis 24 heures, là, c'est que jusqu'à ce jour-là, on ne voyait pas la majorité possible. Moi, je pense pas qu'elle est encore acquise pour les libéraux, loin de là, mais elle est possible. Je dis pas que c'est plausible, je dis pas que c'est l'option numéro 1, mais alors, quand on voit la majorité arriver, quand on est un chef de parti, ben on dit, venez avec nous. Il y a toujours, bien sûr, une espèce d'instinct de dire, on va aller avec le gagnant. C'est ça que M. Trudeau essaie de développer, là. Mais il n'y a pas un danger aussi d'être un petit peu trop confiant, de le dire? Ou d'être honnête. Lui, il dit, nous, on est transparent. Puis c'est un peu comme ça que la question lui a été posée. Oui, d'ailleurs, vous aimez être transparent, alors dites-le nous. Et bon, après avoir mis 3 paires de gants pour le dire, il le dit. Mais il ne faut pas oublier qu'au départ, les libéraux se disaient, dépassons 100 sièges cette fois-ci, le pouvoir à la prochaine élection. Là, on a complètement dépassé ces scénarios-là, là, si on se fie à ce qu'on voit dans les sondages actuels. Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en ce moment, les gens qui étaient prêts à revivre une vague orange ont remis tout ça dans la balance et se disent, on est toujours à la recherche du meilleur véhicule pour éventuellement renverser un gouvernement conservateur. Et plus on voit un chef confiant, plus on a envie de faire ce choix-là? Ça bouge encore beaucoup. Hein? Juste avant d'entrer en ondes, on avait un sondage Écosse de 1600 répondants qui mettait que les libéraux et les conservateurs sont en stagnation, puis le NPD est en remontée de 4 points, notamment au Québec où il aurait repris une avance assez confortable. Je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui regardent ce qui va se passer. Il y en a qui aiment bien l'idée d'avoir un gouvernement libéral minoritaire, qui sont pas nécessairement sûrs de vouloir confier une majorité à Justin Trudeau. Les fameuses publicités « Il n'est pas prêt » du Parti conservateur, bon, elles étaient peut-être exagérées, mais jusqu'à un certain point, elles reflétaient ce que les conservateurs entendaient dans les groupes de discussion en disant peut-être qu'il est bien comme premier ministre, mais on pourrait le mettre comme sous surveillance. Ouais. Hein? Minoritaire quelques années, peut-être avec la balance du pouvoir au NPD. Là, de le voir en possible terrain majoritaire, il y a des gens qui vont y réfléchir à 2 fois. Donc, la fin de la course, c'est pour ça que Justin Trudeau va être si prudent. Stephen Harper, en 2006, avait fait un appel à ce vote-là. Votez pour moi, gouvernement conservateur majoritaire. Puis les gens avaient dit, je suis pas certain que Stephen Harper est prêt. Et on y avait confié une minorité. Il y a toujours ce danger-là pour les libéraux aussi. Il ne faut pas oublier, les sondeurs nous disent que plus du tiers des électeurs décident de leur vote quand ils ont le bulletin de vote entre les mains, dans l'isoloir. Avant, c'était, vous savez, on était bleu ou rouge de père en fils et tout ça. C'est plus le cas. Et de plus en plus, ça, c'est pas tant des électeurs stratégiques. Il y a quelque chose de spontané là-dedans. De spontané ou d'indécis jusqu'à la fin. Et de gens qui se décident à la fin. Alors, est-ce que ça joue du côté des gens qui disent, moi, je veux un gouvernement majoritaire, je ne veux pas retourner en élection dans 18 mois, ou si ça joue, comme dit Alec, de l'autre côté, en disant, Justin Trudeau, majoritaire, non, ça, c'est un petit peu trop. Je vais peut-être voter NPD cette fois-ci. Les deux sont possibles. Moi, je pense que c'est vrai et ça ne l'est pas quand on prend une autre province que le Québec. Et l'Ontario, je regarde les mêmes sondages. C'est sûr que les échantillons provinciaux sont plus
un peu plus petit, un peu moins fiable, mais quand même, en Ontario, on voit de plus en plus cette course à deux, libéral versus conservateur. Et il n'y a qu'à voir la campagne qu'a fait Stephen Harper depuis le début de la semaine. En particulier aujourd'hui, bizarre par-dessus bizarre. On va avoir... Vous parlez du cackling, là? Ça, c'est fait depuis le début de la semaine. Oui. Non, aujourd'hui, on a appris que samedi, M. Harper va participer à un rallye à Toronto organisé par les frères Ford. Qu'il ne veut pas nommer. Qu'il ne veut pas nommer parce qu'on lui pose la question. Les frères Ford étaient hier à un événement de M. Harper dans la grande région de Toronto. Aujourd'hui, ils annoncent qu'ils organisent ce rallye pour samedi soir. Et on dit à M. Harper, vous présentez un agenda, un programme électoral qui est sévère contre la criminalité et vous vous associez à quelqu'un qui est un fumeur de crack avoué. Alors, bien sûr, il a de la difficulté à répondre à ça et il dit... Cette famille, sans la nommer, appuie le Parti conservateur depuis longtemps. Alors, c'est comme si c'était difficile de s'en passer, mais difficile de faire avec. Et hier, par exemple, il n'a pas serré la main des frères Ford quand il est entré dans la salle et quand il est sorti de la salle, les frères Ford n'étaient plus là. Donc, on ne les a pas vus devant les caméras. Bon, c'est comme l'invité qu'on essaye de cacher. Mais la Ford Nation, par contre, c'est peut-être difficile. Là où en sont rendus les conservateurs, c'est difficile de dire non. De s'en priver. Si la course conservatrice allait bien en Ontario, il ne serait pas avec les frères Ford aujourd'hui. C'est ça. Il y a besoin de la Ford Nation, le dernier bastion conservateur dans les banlieues de Toronto. Ça montre quoi? Ça montre que ça chauffe. Et Manon a raison, dans les banlieues de Toronto, c'est avec les libéraux que ça chauffe. Et il y a énormément de circonscriptions en jeu. Ça vous montre les endroits où va Stephen Harper depuis maintenant 24 heures. Il est dans des situations défensives, dans des circonscriptions qui sont conservatrices mais quand actuellement. on est obligé de faire le dernier samedi de la campagne avec la base pure et dure, c'est que ça va pas bien. On n'a pas besoin d'habitude de convaincre les gens de la Ford Nation. Et j'aimerais vous entendre sur une pub... qui est un petit peu particulière. On va la montrer justement à l'écran. C'est une pub des conservateurs. L'objectif ici, c'est vraiment de s'attaquer à Justin Trudeau. Alors, pour marquer les langues, là, ici, on vise une clientèle, minorité ethnique, on vise les gens qui proviennent de Chine. Il y avait une version aussi Punjabi, semble-t-il. Essentiellement, je vous traduis les grandes lignes, là, on dit les libéraux veulent légaliser la marijuana, faciliter l'accès donc de la drogue aux enfants, installer des centres d'injection dans vos quartiers, laisser des bordels apparaître dans vos quartiers. Bon, on voit un peu le ton d'une pub comme ça. Qu'est-ce que ça révèle, une pub comme ça? La tactique de désespoir de la fin de campagne, d'une certaine façon, c'est comme si on se disait qu'on peut dire, on peut faire de la distorsion. Parce que, bon, je veux dire, ce ne sont pas des mensonges, mais c'est de la distorsion de la réalité. Je veux dire, on dit bien ce qu'on veut dire. On s'adresse à des communautés où on pense que ces choses-là vont résonner, bien sûr. Même en anglais, on a envoyé des paquets de papier à rouler dans des circonscriptions, dans des boîtes aux lettres dans les circonscriptions de Toronto pour dire Justin Trudeau. Voici ce que Justin Trudeau veut donner à vos enfants, du papier pour rouler. Donc, on essaie vraiment de l'associer à des dérives comme ça. J'ai envie de vous entendre sur une dernière chose, parce que le temps file très, très vite. Comment vous réagissez quand vous entendez par la suite M. Mulcair questionner justement, parce que lui-même s'est positionné en faveur d'une décriminalisation de la marijuana, c'est tout récent, et quand on lui dit, vous allez faire comme Justin Trudeau, il dit non, je suis pas au courant. Qu'est-ce que ça révèle, ça, de jouer cette carte-là? La décriminalisation de la marijuana, on en parle depuis le rapport Ledin en 1968. Alors, c'est pas exactement une idée nouvelle dans le paysage politique canadien, là. Mais que M. Mulcair fasse semblant qu'il soit pas au courant de la position de Justin Trudeau là-dessus. Mais moi, je suis pas certain qu'il fait semblant parce que la raison pour laquelle les néo-démocrates, et c'est pas nouveau, disent que Justin Trudeau a un plan pour la légaliser, mais il sait pas comment l'appliquer, c'est qu'on a très, très peu de détails. Comment va être vendue la marijuana? Comment elle va être contrôlée? Est-ce qu'on va avoir des taxes? Est-ce que c'est les provinces? Est-ce qu'on va avoir une société d'État qui va vendre la marijuana? Tous ces détails-là ne sont pas connus. Donc, Mulcair, peut-être la manière dont il lui a répondu, c'était « je suis pas au courant de son plan », c'était pas « je ne sais pas qu'il veut légaliser la marijuana », c'est plutôt « il y a tellement peu de détails qu'on ne sait pas où il s'en va avec ça ». Moi, c'est comme ça que je l'interprète. C'est comme ça que je l'ai vu. Les libéraux ont voulu faire les plus purs que purs et ne pas compter sur les revenus provenant d'une marijuana légalisée dans leur plan budgétaire. Mais on peut penser qu'elle va être taxée. Moi, je dis ça comme ça, mais je pense qu'elle va être taxée. Il faut que je vous arrête là-dessus. Vous savez, j'ai une assistante qui me parle dans l'oreille, ça fait 3 fois qu'elle me dit que c'est terminé. Merci beaucoup à vous trois. Merci bien. Merci.